Merci beaucoup. Alors nous allons poursuivre avec une séquence qui est aussi toujours très attendue, qui est donc celle consacrée à la recherche. Et donc je vais appeler le docteur Nicolas Villain, donc à me rejoindre, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, département de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour docteur, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et donc c'est un double challenge, c'est de nous présenter donc l'actualité à la fois en matière de diagnostic, mais aussi de traitement, avec 2 courtes présentations de manière à laisser place à vos questions. Donc, on commence par le diagnostic. C'est ça. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est la première fois que je viens à ces rencontres et j'en suis très honoré. Donc, effectivement, quand on m'a sollicité, j'avais 1 heure pour vous assommer de données scientifiques sur ces nouveautés. Ça m'a paru barbant. Alors, ça va être barbant, évidemment, mais on va essayer de le couper en 2 pour que ce soit un peu moins barbant. Donc, on va d'abord parler de l'actualité sur le diagnostic et effectivement, on fera une petite pause, quelques questions et puis on reparlera de l'actualité sur les traitements. Peut-être que là, il y aura un peu plus de questions. Alors, si ça vous va, on condensera peut-être sur le diagnostic et puis on accélérera après. Alors, c'est parti. Mes liens d'intérêt, je propose qu'on les détaille tout à l'heure quand on parlera des traitements. Pour le diagnostic, ça n'a pas grand intérêt. Juste pour gagner du temps. Alors, on parle du diagnostic et des nouveautés et je vous ramène à l'Antiquité. Bon, désolé, ça va être long cette présentation, vous devez vous dire, mais effectivement, c'est bon de revenir à l'Antiquité parce que, en fait, aujourd'hui, il y a des débats dans la communauté scientifique et médicale sur qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer. C'est une question finalement qui paraît absurde quand on est aux rencontres France Alzheimer, mais qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? Et se poser cette question, c'est aussi revenir finalement par le passé à comment on a appelé cette maladie jusqu'à présent et puis comment on la nomme désormais. Donc c'est pour ça que je fais un petit retour dans le passé. Alors, la maladie d'Alzheimer, évidemment, existe que depuis que M. Alzheimer existe, au moins avec ce nom. Évidemment, elle existait avant, mais pas avec ce nom. Et donc, on ne va pas trouver, si vous faites de l'histoire des sciences, de documents avec maladie d'Alzheimer décrits. En revanche, ce qu'on trouve, ce sont effectivement des descriptions dans l'Antiquité, même dans l'Égypte ancienne, de sujets âgés avec des troubles cognitifs. Alors, la maladie d'Alzheimer en était-elle la cause? Point d'interrogation, personne n'aura jamais la réponse. Pour autant, effectivement, ces descriptions soulignent que ce phénomène-là n'était pas nouveau au début du XXe siècle, même à l'heure de l'industrialisation de nos sociétés. Donc, c'est vraiment ce terme de démence, pour reprendre les termes latins de l'époque, de mens, l'esprit, des privatif, donc perte d'esprit, au sens latin du terme, c'était le terme utilisé pour décrire ces situations. Et puis le terme de démence sénile lui est arrivé dans la nomenclature médicale au XIXe siècle, sous l'impulsion de psychiatres éminents, comme notamment Étienne Esquirol, qui était l'élève de Philippe Pinel, qui a décidé de nommer ainsi ces troubles cognitifs liés à l'âge. Et vous connaissez ensuite probablement cette histoire de ce docteur Alzheimer qui va décrire cette maladie. Alors, qu'est-ce qu'il a décrit, Alois Alzheimer, finalement? Il a décrit 2 choses, et il fait bon de le rappeler aujourd'hui. Il a décrit les symptômes de Madame Detter, à gauche, qui était une femme de 51 ans en 1901, qui vivait près de Francfort dans l'Empire allemand de Guillaume II. Et cette dame présente début 1901 des troubles du comportement, avec un délire de jalousie envers son mari, avec aussi une désorientation dans l'espace, des troubles de mémoire importants et qui vont mener à sa perte d'autonomie. Elle va plus savoir s'occuper du foyer. Et en 1901, dans l'Empire allemand, vous imaginez bien que c'était un sacré problème. Donc, son mari la met à l'asile, pour reprendre les termes de l'époque, à l'asile de Francfort, au mois de novembre, et c'est là qu'elle rencontre le docteur Alzheimer, qui est psychiatre dans cet asile, et qui va décrire ce tableau de troubles de mémoire, du langage, de troubles visuels, de troubles du comportement. Donc, il va décrire ce qu'on appelle un syndrome clinique, un ensemble de symptômes cognitifs.
et comportementaux. Et en parallèle de ça, 5 ans après, lorsque Madame Detter va décéder, il va se faire parvenir son cerveau et il va autopsier son cerveau. Il va observer au microscope avec une nouvelle coloration des amas fibrillaires anormaux. C'est ces trucs noirs que vous voyez, ça c'est pas normal. Et ça, c'est ce qu'Alois Alzheimer va voir et il va se dire ça c'est pas normal, j'ai jamais vu ça chez quelqu'un qui va bien. Et quand je mets ce tableau clinique, ce déclin de Madame Detter, ces troubles cognitifs du comportement avec ces lésions, ça s'appelle la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, c'est une entité, la maladie d'Alzheimer, depuis 1906, clinique et biologique. Vous voyez, il faut à la fois des symptômes et des lésions post-mortem. Évidemment, la recherche a progressé depuis Alois Alzheimer, enfin un grand saut dans le temps puisque c'était le contexte. Maintenant, je vous amène aux actualités. Aujourd'hui, on sait que les principaux symptômes initiaux de la maladie peuvent être variés, mais principalement autour de 3 grandes dimensions, des troubles de mémoire évidemment, des troubles qu'on qualifie de neurovisuels, donc des troubles d'appréhension de l'espace, de reconnaissance, etc. Et puis des troubles du langage avec notamment des manques du mot. Donc ça c'est le tableau clinique aujourd'hui, en tout cas dans l'entrée de la maladie, le plus fréquent. Quand on essaie de présenter les choses de manière un peu scientifique, avec des graphiques, des camemberts, on se rend compte qu'effectivement, cette variété de symptômes est une réalité pour tous les médecins qui font des diagnostics de maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas 2 patients pareils. Pour autant, après, il y a la réalité statistique, c'est-à-dire que quand même, dans 90% des cas des patients, le mode d'entrée dans la maladie d'Alzheimer, ce sont des troubles de mémoire. Et les troubles langagiers, neurovisuels, comportementaux sont minoritaires, au moins au début. Là, je parle des symptômes initiaux. Après, avec l'évolution, évidemment, il y en a beaucoup plus. Alors, comment aujourd'hui on fait ce diagnostic ? Eh bien, cette dimension clinique que Alois Alzheimer a décrit, ses principaux symptômes, ont les objectifs à l'aide d'un bilan. Oups, pardon, je pensais que c'était un laser. Je ne sais pas s'il y en a, mais... Non. Donc à droite, c'est un bilan neuropsychologique, donc des tests psychométriques faits avec un professionnel de santé, en l'occurrence un psychologue diplômé, qui est spécialisé en neuropsychologie, qui fait ces tests, notamment voilà, de mémoire, de langage, neurovisuel, etc., toutes les fonctions cognitives qu'on peut représenter sur des graphiques comme ça, et qui va établir un profil de performance en fonction de la population, du même âge et du même niveau d'études. Et comme ça permet d'avoir une sorte de profilage de l'existence ou non de troubles de mémoire, du langage, etc., de voir déjà, si le ressenti de l'individu correspond à une réalité par rapport à sa population. Donc, première partie du diagnostic, finalement, c'est objectiver ces troubles, cette plainte cognitive. Et puis, de plus en plus, ça c'est l'actualité, il y a des outils digitaux qui apparaissent, qui permettent de simplifier cette étape, la caractérisation clinique des symptômes. J'ai de lien d'intérêt avec aucune de ces sociétés, si ce n'est que BCD a été créé par le professeur Dubois, qui était mon mentor, mais en dehors de ça, j'ai pas de part dans la société. Voilà mon seul lien d'intérêt indirect. MemScreen est une application qui est développée par le professeur Dumurgier de l'hôpital Lariboisière. Donc, je vous ai mis que des outils français, comme ça, il n'y a pas de lien d'intérêt, conflit d'intérêt en dehors de la France. Et donc, quelle est la nouveauté finalement? C'est que accéder à un bilan neuropsychologique, c'est bien en théorie, en pratique, c'est des mois d'attente, etc. Un bilan neuropsychologique en soi, c'est long. Faire moins de 2 heures, c'est compliqué. Et puis, c'est accéder aussi à des professionnels, les psychologues, avec un examen qui n'est toujours pas remboursé à la nomenclature de la sécurité sociale. Donc, la plupart du temps, il faut faire à l'hôpital. Bref, donc il y a plein de facteurs, on ne va pas débattre là-dessus, mais qui freinent l'accès à ce bilan neuropsychologique, qui est pourtant voilà l'élément indispensable pour objectiver la dimension clinique du diagnostic. Donc ces outils digitaux, finalement, sont, au-delà d'un espoir, même probablement une façon de faciliter le diagnostic. Donc, de plus en plus, ils commencent à être validés
Parce que faire un petit test en ligne, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour ça. Il suffit d'être un bon développeur et puis d'être un bon designer. Et après, on peut vous sortir un test en ligne. C'est pas très compliqué. La partie complexe, c'est après évidemment de le valider, de montrer que ça marche bien contre justement ces bilans neuropsychologiques. Et donc ces outils, c'est pour ça que je vous en parle, la BCD ou même Screen, sont des outils qui aujourd'hui ont montré de bonnes performances comparativement à des bilans neuropsychologiques. Non pas qui puissent en soi les remplacer, mais il donne une première idée, une sorte de test de débrouillage qui permet de décider si oui ou non ça vaut le coup d'aller plus loin dans le bilan, ou finalement est-ce que c'est très rassurant et on peut se contenter de refaire le test un an plus tard. Donc voilà, les nouveautés, ce sont ces tests cognitifs digitaux. Mais peut-on s'arrêter là? Peut-on faire aujourd'hui un diagnostic de maladie d'Alzheimer en s'arrêtant à ce bilan neuropsychologique, à ces tests cognitifs où on va objectiver les troubles? Eh bien, quand on fait ça, même si on fait une IRM, qu'on s'assure qu'il n'y a rien d'autre, ou une prise de sang, voilà ce qu'on obtient. On va se tromper, n'importe quel spécialiste de la maladie d'Alzheimer va porter un diagnostic clinique probabiliste de maladie d'Alzheimer. En fait, si vous autopsiez comme Alois Alzheimer l'a fait, en fait, vous vous trompez dans un tiers des cas. C'est-à-dire que dans un tiers des cas, ça ressemble à la maladie d'Alzheimer. Vous avez surtout ces troubles de mémoire au premier plan. C'est un mécanisme neurologique évolutif avec une neurodégénérescence, etc. Mais vous n'avez pas les anomalies neurofibrillaires qu'avait observé monsieur Alzheimer à l'autopsie, etc. Donc vous vous trompez. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un syndrome clinique, d'avoir des troubles de mémoire. Et un syndrome clinique, c'est un assemblage de symptômes, mais il peut y avoir plusieurs causes sous-jacentes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres maladies dégénératives qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer, mais qui n'en sont pas. Et vous allez me dire, très bien, mais bon, à part la masturbation intellectuelle pour neurologues qui aiment bien faire des diagnostics très précis, ça sert à quoi? Ça a un impact parce que faire ce diagnostic précis, ça veut dire pas le même pronostic. C'est en général quand on n'a pas les lésions de la maladie d'Alzheimer, il faut avoir quand même quand on n'a pas les lésions de la maladie d'Alzheimer, le pronostic est meilleur. Donc, et puis les développements de traitements ciblés ne seront pas les mêmes. Donc, on a intérêt à aller plus loin que juste faire ces troubles de mémoire. Et c'est là qu'entrent en jeu les biomarqueurs. Parce que, évidemment, comme je vous ai dit, monsieur Alzheimer, qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé ses enchevêtrements et puis ces plaques anormales, donc que vous connaissez, les plaques amyloïdes, les dégénérescences neurofibrillaires qui sont dans le cerveau. Ces biomarqueurs, finalement, servent de substitution à cette autopsie qu'évidemment, on ne va pas pratiquer, donc nous permettent d'avoir une sorte d'ersatz de l'autopsie post-mortem. Donc, vous les connaissez, les plus fréquemment utilisés sont ceux notamment du liquide cérébrospinal, donc le liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière, qu'on va prélever sous la forme d'une ponction lombaire, donc en piquant dans le bas du dos, là où il n'y a plus de cerveau ni plus de moelle épinière, puisque la moelle épinière s'arrête au milieu du dos, et qui va nous permettre de doser ces protéines, puisque ces agrégats anormaux qu'avait vu Alois Alzheimer sont composés de protéines anormales, protéines tau et bêta-amyloïdes, qui vont nous permettre de confirmer de manière indirecte que si on avait fait l'autopsie, eh bien, on aurait bien trouvé la même chose qu'Alois Alzheimer. L'autre façon, c'est aussi le PET scanner. Alors là, technologie complètement différente. On va détecter ces anomalies en injectant un traceur radioactif, faiblement radioactif, mais radioactif, et qui va aller se fixer, lui, directement dans ces protéines tau ou amyloïdes, et qu'après, on va pouvoir imager pour confirmer qu'il y a bien ces lésions qu'Alois Alzheimer avait également vu au microscope. Et c'est la nouveauté de ces 5 dernières années, ce sont les biomarqueurs sanguins. Alors les biomarqueurs sanguins, finalement, ce sont les mêmes que ceux du liquide cérébrospinal, mais dans le sang, c'est-à-dire à une concentration à peu près 20 à 100 fois moins importante, et aussi dans un environnement qui est beaucoup plus complexe. À titre d'exemple, le sang, c'est à peu près 80 grammes de protéines par litre, quand dans le liquide cérébrospinal, il y en a 0,5 grammes par litre. Donc vous avez un facteur
fois 100, donc il y a 100 fois plus de protéines, et les protéines d'intérêt qu'on va chercher, tau et bêta-amyloïdes, sont elles-mêmes 100 fois moins concentrées. Donc vous voyez que c'est un petit challenge quand même technique, c'est-à-dire d'identifier précisément une protéine 100 fois moins concentrée dans un liquide biologique où il y a 100 fois plus de protéines. Donc ça a mis un peu de temps, mais aujourd'hui, on a les technologies pour le faire et c'est les nouveautés de ces dernières années, à savoir qu'on a des biomarqueurs sanguins performants qui même arrivent à être quasiment aussi performants que le liquide cérébrospinal, qui en tout cas remplacerait en première ligne cette ponction lombaire ou ces PET scans qui sont quand même compliqués. Pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Je vous ai dit, on ne peut pas se contenter juste de tests de mémoire, on ne peut pas non plus se contenter juste de ces biomarqueurs. Alors pourquoi ? Eh bien parce que une personne peut avoir des biomarqueurs d'Alzheimer positifs et ne jamais développer de symptômes. Ça, c'est ce que on commence à savoir depuis une quinzaine d'années. Il y a plein de gens qui ont ces lésions et qui n'entreront jamais dans la maladie, au sens où on l'entend. Et il y a d'autres maladies aussi du cerveau où on peut avoir ces lésions de la maladie d'Alzheimer sans que ce soit finalement le problème principal. Donc, ça va nous aider. Et donc, c'est finalement, aujourd'hui encore, le diagnostic, c'est la combinaison de ces éléments cliniques, cette histoire racontée par l'individu, cette objectivation par les tests de mémoire, digitaux ou pas, et la combinaison avec ces biomarqueurs qui nous permettent de porter le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie. Merci beaucoup, docteur. Je vous ai un petit peu pressé, mais c'est vrai que je voulais qu'on ait le temps pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, bah oui, on vous applaudit, bien sûr. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie diagnostic, donc et les biomarqueurs sanguins qui n'apporteront pas, voilà, ce sera pas une unique réponse. C'est un peu ça que le message à retenir. Mais vous pouvez enchaîner. De toute façon, s'il y a des questions sur le diagnostic, on les prendra, on y répondra. Alors, oui, là, c'est la partie, ça tombe bien, comme ça, on a 35 minutes pour essayer de comprendre ce sujet qui est finalement assez complexe. Pourquoi, entre experts, on n'est pas d'accord ? Pourquoi les traitements amyloïdes ont été refusés par la Haute Autorité de Santé, au moins pour l'instant. Alors là, je vais vous parler quand même de mes liens d'intérêt, c'est important pour ce qu'on va parler des médicaments. Voilà, je me fais pas un centime par les laboratoires. Pourquoi, pour autant, j'ai une liste de liens d'intérêt importants sur cette diapositive ? Parce que je mentionne tous les liens que je peux avoir, même non financés. Par exemple, vous avez peut-être vu le docteur Villain parler dans des symposia organisés par des laboratoires, mais sachez que je refuse de me faire financer. Donc, je parle librement et sans contrainte. Je donne également des conseils d'expertise de façon complètement bénévole pour certains laboratoires qui veulent savoir comment il faudrait développer ces médicaments. Et enfin, dans mon unité, on participe à beaucoup d'essais cliniques, donc ces médicaments en phase 2, même 1, 2 ou 3, où de fait, eh bien, on est investigateur, c'est-à-dire qu'on remplit des questionnaires pour l'essai, et puis le laboratoire, évidemment, paye l'hôpital pour ce travail que l'on fait. Donc moi, je ne me fais toujours pas un centime, mais en revanche, l'hôpital est indemnisé évidemment pour ce temps que je passe à travailler pour le laboratoire plutôt que pour l'hôpital. Alors, commençons par un quiz. Vu que je suis un peu en retard, j'avais prévu de vous faire un truc sur Internet, mais j'ai pas eu le temps. Alors, je vais vous faire voter à main levée, puisque vous allez comprendre, le cœur du débat, ça va être autour de cette pertinence de ces traitements qui sont actuellement débattus dans la maladie d'Alzheimer. Alors, j'ai une question un peu compliquée pour vous, je vais vous laisser un peu la digérer. C'est selon vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, donnez votre réponse. Qu'est-ce qu'une efficacité pertinente, pour reprendre les termes de la Haute Autorité de Santé, pour un traitement précoce de la maladie d'Alzheimer? Alors, première proposition, je vous fais voter. Est-ce que pour vous, un traitement qui baisserait de 0,45 points la sévérité globale de la maladie sur une échelle qui en compte 18, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y en a qui voteraient pour la pertinence? Personne. Alors, si. 1, 2, 3. Alors, c'est pas une vente aux enchères, on va pas... 5. Bon, je retiens qu'il n'y a pas grand monde qui juge ça pertinent, mais très bien, je vois à peu près 5 personnes. J'essaierai de m'en souvenir parce que je vous referai voter à la fin de la présentation.
On va tester ma propre mémoire. 9 cas de progression vers un stade supérieur, significativement supérieur, de dépendance vraiment plus important de la maladie, qui serait évité si on traitait 100 patients. Donc, est-ce que c'est pertinent d'autoriser un traitement pour 9 cas évités, pour 100 patients traités? Donc, autrement dit, il y en a 91 qui ne vont pas changer. Ah, il y a un peu plus. Nettement plus. Troisième proposition, est-ce que c'est pertinent pour un traitement précoce de la maladie d'Alzheimer de permettre de rester plus autonome? Par exemple, permettre de continuer à se déplacer seul. Oui. OK. Quatrième point, est-ce que c'est pertinent que le fardeau, pour reprendre des termes de la littérature scientifique, de l'aidant soit perçu comme moins lourd? Par exemple, que l'aidant ressente moins de colère en présence de la personne malade. OK. Et la question un peu plus difficile à la fin, est-ce que, à votre avis, les propositions 1 à 4 peuvent-elles toutes être vraies en même temps? Alors, je vous rappelle qu'il n'y en a que 5 qui ont voté que la proposition 1 était vraie. Hein, donc, OK. Bon, ça, c'était voilà, l'introduction. Je vous fais un petit topo sur le traitement, puis on reviendra sur ces questions, puis on discutera à la fin. Ces traitements, ces immunothérapies anti-amyloïdes, je ne sais même pas si j'ai mis... Ah bah, pardon, j'ai oublié la diapo qui vous explique ce qu'elles font. Ah, je suis désolé. Bon, alors je vais vous la faire comme ça. Donc ces traitements, il y avait une diapositive qui remettait les plaques amyloïdes en haut à droite. Vous voyez ces petites plaques bêta-amyloïdes en violet, et qui vous montre que ces traitements anti-amyloïdes, évidemment, sont ce qu'on appelle des anticorps, donc des protéines qu'on fabrique tous dans le corps humain pour nous défendre contre des agresseurs externes. Eh bien, ces anticorps, on peut les programmer biologiquement pour qu'ils aillent s'attaquer aux protéines bêta-amyloïdes. Donc, c'est le principe de ces traitements. Ce sont des immunothérapies, donc des traitements par anticorps de synthèse, qui sont synthétisés pour aller s'attaquer à l'amyloïde et ensuite enlever en fait l'amyloïde, déclencher, activer notre système immunitaire pour que le système immunitaire aille nettoyer cet amyloïde et qu'après il n'y ait plus d'amyloïde, qui est au moins un des facteurs importants dans la cascade biologique de la maladie, puisque l'amyloïde, au moins certaines formes, sont connues pour être toxiques. Donc ça, c'est le fonctionnement de ces traitements. Cette histoire, elle date des années 90. Elle date des années 90 quand déjà ce qu'on appelle l'hypothèse de la cascade amyloïde est née en 1992, quand on s'est dit tiens, l'amyloïde c'est quand même très important dans l'Alzheimer. Fin des années 90, il y a eu des premiers essais d'immunothérapie, donc avec des anticorps. Mais à l'époque, on les a essayé de les fabriquer naturellement. Donc on a fait des vaccins. On a fait des vaccins anti-amyloïdes pour que vous synthétisiez vous-même vos propres anticorps. Mais ça s'est pas bien passé. Il y avait un peu trop d'activation du système immunitaire, ce qui fait qu'il y a eu des œdèmes, des inflammations du cerveau, et le traitement a dû être stoppé, ce vaccin, puisque effectivement il y avait tellement d'amyloïdes que le système immunitaire fonctionnait bien et s'est retourné contre lui-même. Donc après on s'est dit tiens, on va faire des anticorps de synthèse, comme ça on peut les doser tranquillement et les stopper si nécessaire, pour calmer, en tout cas être capable de mieux maîtriser ces phénomènes inflammatoires. Donc ça, c'est à partir du milieu des années 2000, et s'en est suivi néanmoins à peu près 10 ans d'échecs, 20 ans au total, mais 10 ans d'échecs, 15 ans d'échecs, d'immunothérapie anti-amyloïde, où chaque année, la plupart parmi vous s'en souviennent peut-être, vous venez vous dire « Ah, on a essayé et ça marche pas. Ah, on a essayé mais ça marche pas. » Et puis, fin 2022, mi-2023, 2 immunothérapies, le lecanemab et le donanemab, ont enfin montré une efficacité non seulement biologique, qui nettoie vraiment les plaques du cerveau, mais également clinique, on va le voir. Ils ont un effet sur les symptômes. Déjà, en termes d'introduction, pourquoi on parle de maladie d'Alzheimer précoce? Parce que ces traitements, lecanemab et donanemab, ont uniquement été testés chez des patients à un stade dit précoce de la maladie, donc le stade de troubles cognitifs légers, ou, pour reprendre la nomenclature médicale, le terme de démence légère, donc une perte d'autonomie légère. Donc seulement sur ces patients-là. Donc on ne sait pas ce qu'il en est en dehors.
il est probable que ça marche moins bien aussi en dehors. C'est pour ça que ça a été testé là, puisque on pense aussi que l'amyloïde vient en amont, donc il est plus logique de s'attaquer aux patients où l'amyloïde a un rôle important, donc plutôt en amont. Ce sont aussi des personnes malades qui doivent avoir une définition de la maladie d'Alzheimer aussi biologique, comme on l'a vu. Il faut les biomarqueurs, évidemment. Vous avez un traitement qui va cibler l'amyloïde. Il faut être sûr qu'il y a de l'amyloïde dans le cerveau. Comme je vous ai dit, quand on ne fait pas les biomarqueurs, on se trompe dans un tiers des cas. Donc, on ne peut pas donner un traitement chez des gens qui n'ont pas d'amyloïde. Quelle efficacité? Et c'est là qu'on va essayer d'un peu comprendre la complexité de ces résultats. Donc, ce sont des essais qui ont été menés sur 18 mois, donc chez des personnes malades au stade donc dit précoce de la maladie, et pour lesquels ensuite donc on a dans un grand essai multicentrique, donc plein de centres dans le monde, international, il y avait à peu près entre 1500 et 2000 patients pour chacun des deux, qui étaient randomisés, donc qui étaient répartis de manière aléatoire, soit dans le groupe placebo, soit dans le groupe traitement, avec 1 pour 1, donc à peu près 900 patients dans chaque bras. Donc 900 patients ont reçu le lecanemab ou le donanemab pendant 18 mois et 900 ont reçu un placebo. Ce que vous voyez à la fin, c'est que les traitements fonctionnent. Ils fonctionnent dans le sens où, si vous prenez des échelles de sévérité globale de la maladie, comme l'échelle qui s'appelle CDR-SB, qui est une échelle qui va de 0 à 18 points, vous commencez à voir pourquoi je vous ai posé cette question sur les 18 points, eh bien, vous avez donc le groupe lecanemab qui décline. Donc, c'est pas un traitement qui arrête la maladie, hein. C'est pas un traitement non plus qui guérit. Vous voyez pas la courbe qui remonte. La courbe toujours vers le bas, mais ça décline quand même moins vite que le groupe placebo. Et en termes de taille d'effet, vous voyez qu'à peu près le groupe lecanemab a perdu 1,2 points sur cette échelle CDR-SB pendant 18 mois, quand le groupe placebo a perdu 1,6 points. Donc à peu près 0,4 points de différence, à peu près pareil, un petit peu plus pour le donanemab, mais les patients étaient un peu plus sévères. Enfin bref, il faut considérer que c'est à peu près la même chose. Donc ça fonctionne sur des symptômes. Ça, c'était la vraie nouveauté, hein. Tous les échecs dont je vous ai parlé pendant 10 ou 15 ans, les courbes, elles étaient parallèles, hein. Vous n'aviez rien du tout. Alors, tout le débat, donc les traitements fonctionnent. Ils fonctionnent dans le sens où ce n'est pas lié au hasard. Ça, tous les méthodologistes sur Terre s'accordent à vous dire que ce que vous voyez là, c'est pas un coup de dé, c'est pas un coup de hasard. À force d'avoir fait 10 000 essais, il y en a bien un qui va sortir. Non, c'est pas possible. La probabilité que ce soit ça, elle est, je crois, de l'ordre de 1 pour 1 million. Donc, c'est pas lié au hasard, surtout que vous le reproduisez avec un deuxième essai juste après. Donc, c'est pas un coup de dé, donc il y a bien une efficacité de ces traitements qui est pas liée au hasard. La question maintenant qui est délicate et qui suscite les débats, c'est, bon, d'accord, les traitements fonctionnent, cet effet n'est pas lié au hasard, mais est-il pertinent? Et alors, qu'est-ce que la pertinence? Vous allez me dire, eh bien, c'est là où déjà les définitions sont pas très claires, parce qu'elles n'existent pas vraiment. La pertinence clinique, c'est un peu le bon jugement du docteur X ou Y. Alors, la première façon de juger la pertinence, c'est de juger la taille de l'effet. Est-ce que cet effet est important en termes de quantité? Eh bien, vous voyez que cette échelle qui fait CDR-SB, elle fait 18 points. Eh bien, vous avez vu que la différence entre les deux groupes, hein, c'est 0,45 points pour le lecanemab, 0,6 points pour le donanemab. Donc, c'est quantitativement peu. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, hein, c'est que ce 0,45 sur 18, il faut aussi le prendre dans l'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer. L'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer, c'est une histoire très lente sur des dizaines, sur des années, voire des décennies, avec en moyenne, hein, si on prend, évidemment chaque patient est différent, a une trajectoire différente, mais quand vous mettez une moyenne de patients, ça vous donne à peu près ça. Le moment où la courbe commence à s'infléchir, là, c'est le moment où les symptômes apparaissent. Et vous voyez, en fait, en ordonnée, l'axe des Y, c'est l'échelle CDR-SB, vous voyez, qui va de 0 à 18. Le moment où ça commence à s'infléchir, c'est le moment où les premiers troubles de mémoire apparaissent, sont mesurables sur cette échelle. Donc, vous voyez, ça apparaît au bout de 7 à 8 ans, et puis ça va évoluer pendant, en moyenne, une dizaine d'années. Donc, pendant 10 ans, on va perdre ces 18 points.
Sauf que l'essai du lecanemab et du donanemab, c'est 18 mois, c'est pas 10 ans. Donc, nécessairement, on ne peut pas s'attendre à avoir 18 points, même 3 points d'effet, parce que vous voyez que sur 18 mois, eh bien, les patients bougent peu en moyenne. C'est ce qu'on a vu dans les essais. Vous voyez, vous vous souvenez, le bras placebo, il bouge d'1,5 point à peu près. Hein, il bouge pas de 18 points. Donc, nécessairement, vous pouvez pas avoir un effet de 4 points sur une échelle de 18, puisque même le groupe placebo n'a pas bougé autant. Et donc, voilà, ce 0,5 points, finalement, il faut l'interpréter par rapport à l'histoire naturelle de la maladie et ces 18 mois de l'étude, qui est effectivement peu par rapport à l'ensemble de l'évolution de la maladie, mais qui évidemment ne pouvait pas non plus en espérer forcément beaucoup plus. Une autre façon de voir les résultats, comme je vous disais, c'est la même chose. C'est de regarder, cette fois-ci, la proportion de patients qui progressent franchement. Quand on dit progresse franchement, c'est ceux qui passent du stade médical de troubles cognitifs légers à celui de démence légère, ou celui qui passe de démence légère à démence dite modérée. Le stade le plus avancé étant la démence sévère. Donc quand on met ces gros jalons, volontairement grossiers, où on se dit que là quand même on parle de quelqu'un de 100% autonome qui a perdu de l'autonomie, ou c'est quelqu'un qui a une perte d'autonomie légère qui passe à une perte d'autonomie modérée, donc soit l'un soit l'autre, eh bien ça s'est produit en fait chez 32 patients du groupe placebo pendant les 18 mois de l'étude. Pendant les 18 mois de l'étude, sur 100 patients du groupe placebo, il y en a 32 qui ont passé ce jalon de la maladie. Donc 32 qui ont une évolution franche de la maladie. Donc c'est les bleus et les verts. Les gris sont restés à peu près au même stade léger de la maladie. Maintenant, si on regarde le groupe traité, le groupe lecanemab, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il n'y en a que 23 qui ont progressé. Donc, c'est 32 versus 23. Donc, il y en a eu traité pendant 18 mois par le lecanemab. 23 sont passés à un stade plus avancé. Donc, c'était 32, d'où les 9 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est ces 9 cas qui auraient progressé en théorie pendant ces 18 mois de traitement, mais ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient sous traitement. Donc, vous voyez, c'est les mêmes résultats exprimés juste de manière différente. Une autre façon d'évaluer la pertinence, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et là, la qualité, évidemment, la pertinence, il faut que ça parle au patient en premier lieu et puis à son entourage, aux aidants. Et là, est-ce qu'on a un effet ? Alors la réponse est oui, on a un effet. La courbe en haut à droite, c'est une échelle qui s'appelle, vous voyez, compliquée, ADCS, MCI, ADL, c'est une échelle d'autonomie. Je vous montre, ah mince, pardon, je l'ai laissé en anglais. Je vais vous faire la traduction. Donc, c'est une échelle qui évalue finalement 100% l'autonomie. Il n'y a pas du tout de test de mémoire dedans. Donc, c'est vraiment que des items du quotidien. Là, par exemple, vous voyez la première question. Dans les 4 dernières semaines, est-ce que votre proche arrive à trouver tout seul ses affaires à la maison ? 1, faut que je l'aide à le faire vraiment. 3, non, pas besoin d'aide du tout. La question 2, autre exemple, dans les 4 dernières semaines, pour choisir ses habits pour la journée, est-ce qu'il le fait, j'ai besoin de le faire jusqu'au bout, ou est-ce qu'il le fait seul 1 ou 3 ? Ou la question 11, dans les 4 dernières semaines, est-ce qu'il a pu se déplacer seul en dehors de chez lui ? Avec 0, non, il peut même plus sortir. Et 3, en revanche, oui, il peut sortir seul, il est tout à fait autonome, il peut aller à plus d'1,5 km de chez lui. Et donc vous voyez, donc c'est ce type d'échelle, enfin c'est pas ce type d'échelle, c'est cette échelle avec ces points, et vous voyez que la différence moyenne, elle est de 2 points. Donc 2 points, ça peut vous faire passer de quelqu'un qui justement ne sait pas choisir ses vêtements pour s'habiller de la journée à quelqu'un qui le sait. Donc voilà aussi ce que montrent les résultats de ces médicaments. On peut aussi s'intéresser à l'aidant. Et donc, ils ont aussi regardé ce qu'on appelle le fardeau de l'aidant avec des échelles, notamment l'échelle de Zaritz, que certains connaissent probablement. Et donc, où là, c'est plus des questions sur l'autonomie du patient lui-même, la personne malade, mais du proche, avec, vous voyez encore, une différence de 2,5 points en moyenne, et qui vous fait passer, si vous prenez
une des questions de est-ce que vous vous sentez en colère lorsque vous êtes en présence de votre parent, passer de 0 jamais à 3 assez souvent. Vous voyez, ça fait 3 points, c'est à peu près la différence entre les deux groupes. Donc voilà aussi les résultats de cette étude. Ça, c'était l'efficacité et finalement tout le débat autour de la pertinence. Évidemment, comme tout médicament, il n'y a pas de traitement sans effet indésirable. Et ici, il ne s'agit pas de les mettre sous le tapis. Les effets indésirables principaux, ce sont ce qu'on appelle des ARIA. Alors pour les fans d'opéra parmi vous, ça renverra à des choses positives. Hein. Pour les moins fans d'opéra parmi vous, c'est donc ces chants lyriques, ces solos lyriques que vous pouvez avoir à l'opéra, ces arias. Ces arias, en revanche, ils sont un peu moins sympathiques en médecine qu'à l'opéra, puisqu'on parle de phénomènes inflammatoires dans le cerveau induits par ces traitements. On y revient à ce système immunitaire qui va un peu trop s'attaquer, donc ça fait des œdèmes ou des petits saignements dans le cerveau. C'est fréquent. C'est fréquent, c'est à peu près, regardez, les bonhommes gris, c'est ceux sans patients traités cette fois-ci. Les bonhommes gris, c'est ceux qui n'ont développé aucune ARIA, donc il y en a 83, donc il y a quand même 17% qui développent ces ARIA. Donc, voilà, 17%, c'est quand même pas tout à fait négligeable. Simplement, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que ces ARIA, la plupart du temps, en fait, on les voit à l'IRM, mais ils ne sont responsables d'aucun symptôme, ni d'une dégradation à long terme. Et ils disparaissent tout seuls comme ils sont venus. Et ça, c'est 15,1% sur les 17% qui sont en fait bénins, asymptomatiques. Vous vous en rendrez même jamais compte que vous en avez fait une si vous n'aviez pas fait d'IRM. 1,3% des patients traités vont faire ces œdèmes ou ces hémorragies, vont avoir des symptômes légers et bénins, par exemple un mal de tête, une vision floue, qui va se résoudre à l'arrêt du traitement et ne pas entraîner de séquelles. En revanche, 0,6%, donc 6 patients traités, 6 patients sur 1000 traités vont faire une ARIA grave, cette fois-ci qui va nécessiter une hospitalisation type crise d'épilepsie et ou pseudo-AVC. Donc, les effets indésirables, oui. Les effets indésirables graves, peu fréquents au sens pharmacovigilance du terme, 0,6% des patients. Ce traitement, il n'est pas non plus facile à mettre en place, puisque ce sont un traitement intraveineux, donc ce sont des perfusions. Le lecanemab, c'est 2 perfusions par mois. Le donanemab, c'est 1 perfusion par mois pendant au moins 18 mois. Ce qu'il y a à faire après, on ne sait pas trop. Et donc, avec ces IRM répétés, notamment pour la surveillance. Donc, il nécessite avoir un accès à des centres spécialisés, un suivi rapproché, évidemment, une bonne information des patients. Alors, qu'est-ce qui a été décidé dans le monde ? Je suis désolé, mais j'ai mis la France toute seule parce que elle est toute seule. Il y en a beaucoup plus en fait de drapeaux à gauche. Je les ai limités parce que en fait tous les régulateurs aujourd'hui dans le monde ont décidé d'autoriser ce traitement. Autoriser, ça veut dire qu'on le juge pertinent, ça veut dire qu'on juge que les bénéfices sont supérieurs aux risques. Ce qui est une première chose. Tous les pays dans le monde l'ont autorisé. D'ailleurs, en France, c'est autorisé, puisque en fait l'Europe l'a autorisé et que l'Europe, l'AMM, l'autorisation de mise sur marché européenne, est valable en France. Donc le traitement est autorisé en France. Et vous avez donc tous les régulateurs dans le monde l'ont jugé donc les bénéfices supérieurs au risque, ce que veut dire l'autorisation de mise sur le marché. Et pour tout le monde, pour tous les patients de l'étude, les pays du milieu, l'Australie, le Royaume-Uni et l'Europe ont décidé de le restreindre à une sous-population. Ils ont retiré à peu près 15% de la population de l'étude qui était celle à risque de faire le plus d'ARIA grave. C'est ce qu'on appelle les porteurs APOE4 homozygotes ou les patients qui sont sous anticoagulants. Donc ça fait 85% de la population de l'étude qui est autorisée. Donc ça, c'est des autorisations de mise sur le marché. Maintenant, je vous ai mis aussi des cadres verts autour de 2 drapeaux, le drapeau américain, le drapeau états-unien et le drapeau japonais. Pourquoi ? Parce que ce sont les 2 pays où, en plus d'être autorisé, le médicament est remboursé dans le système public de soins. Il y a un système public aux États-Unis où il y a le Medicare à partir de 65 ans, c'est un système fédéral public. Donc c'est remboursé par le Medicare, que vous ayez ou pas un job.
Au Japon, pareil, c'est remboursé par le Chukyo, qui est un peu l'équivalent de notre Sécu. Évidemment, c'est jamais stricto sensu la même chose, mais c'est un système, en tout cas public, de soins. Au Royaume-Uni, ils l'ont autorisé, mais ils ont refusé le remboursement. Le NHS a dit c'est trop cher pour le système de soins. Et donc, la Haute Autorité de Santé a fait comme le NHS, elle a dit non. Alors, quels ont été les arguments de la Haute Autorité de Santé ? C'est là où, à mon avis, il y a débat, puisque les arguments du NHS, ils n'ont pas été cliniques, ils ont été économiques. Ils ont dit le traitement marche, les bénéfices dépassent les risques, pour autant c'est trop cher. Quand on regarde le prix du médicament, des IRM, etc., sur les bénéfices cliniques. Donc des arguments économiques. La Haute Autorité de Santé n'a pas fait d'études médico-économiques. Donc non, sa décision n'est pas basée sur l'argent. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Haute Autorité de Santé? Alors, elle a repris les données, elle a refait à sa sauce, elle a pris ce qu'a fait l'Europe. Et vous voyez, elles vous disent, compte tenu, je vous passe le début, donc c'est notamment cette quantité d'effets modestes considérés comme non cliniquement pertinentes, des résultats non cliniquement pertinents sur d'autres critères, comme l'autonomie, etc. Et du fait de ces risques importants, vous voyez, risques importants sont les mots de la HAS, identifier, associer ces fameuses ARIA, imposant des mesures de précaution strictes. Voilà, donc en fait, elle a dit non, et après, tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué en France parce que même si le traitement est autorisé, vu que c'est un traitement qui est à réserve hospitalière, qui peut que être prescrit à l'hôpital, à partir du moment où la HAS dit non, même dans le privé, vous ne pouvez pas vous le faire perfuser, à l'exception de l'hôpital américain, mais bref. Alors, finalement, on peut aussi se poser la question que la HAS a pris cette décision à la place des personnes malades et de leurs proches. Parce que, vous voyez, juger ses bénéfices supérieurs au risque, tous les régulateurs l'ont jugé supérieur au risque. Elle a rejugé cette pertinence. La pertinence, c'est finalement de se dire, est-ce que ce traitement est vraiment pertinent? Mais ça, est-ce que finalement, on ne peut pas aussi, en l'expliquant, le confier aux personnes malades et à leurs proches? Parce que, on va refaire le sondage à la fin, mais pour certains parmi vous, ces bénéfices restent modestes et ne valent clairement pas 2 déplacements par mois à l'hôpital, ces surveillances IRM, ce risque de 0,6%. Pour certains, ce sera niet. Mais pour d'autres, ce sera peut-être oui. Et ça, finalement, pourquoi décider à la place des autres? C'est le principe de la décision médicale partagée, que pas seulement de la théorie, qui est de la pratique quotidienne médicale, notamment chirurgicale. Si demain vous avez une grosse hernie discale, que le chirurgien vous dit là quand même il faudrait opérer, ça peut être risqué. Si vous voulez pas vous faire opérer, vous vous ferez pas opérer. Mais en tous les cas, vous avez la possibilité de décider de manière conjointe avec votre médecin en pesant le pour et le contre. C'est évidemment loin d'être un traitement miraculeux, donc faut bien y réfléchir. Mais au moins on peut. Là, on ne peut pas. Et puis, cette décision porte aussi la question de l'équité d'accès aux soins au sein de l'Union européenne. On dit, c'est un beau discours, que l'Europe est en marche, qu'il y a de plus en plus d'harmonisation, etc. On voit bien que dans la réalité, en fait, la Haute Autorité de Santé a refait le match de l'Europe. C'est-à-dire, elle reprend le dossier, elle dit non, alors lui, il a trouvé les bénéfices supérieurs au risque, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est pas pertinent et que les risques sont vraiment importants. Donc, ça pose aussi des questions sur la façon dont on est citoyen, dont on fait société au sein de cette union. Et pourquoi, finalement, ça vous explique qu'aujourd'hui, si vous allez en Allemagne, en fait, vous avez le lecanemab. Parce qu'ils n'ont pas encore remboursé, ils n'ont pas pris la décision, mais eux, c'est un système où, par défaut, on fait confiance aux régulateurs européens et après, on peut retirer du marché si on considère effectivement que c'est trop cher. Nous, c'est un système inverse, c'est-à-dire que par définition, on est en défiance par rapport aux régulateurs européens et après, on redécide à sa place. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et ce qui crée aussi que concrètement, aujourd'hui, si vous habitez à Strasbourg, vous ne pouvez pas y avoir accès. Si vous passez le pont de l'Europe, que vous allez à Kiel, vous pouvez vous faire perfuser. Ça, c'est la réalité. Alors, refaisons notre quiz du départ pour conclure. Qu'est-ce qui est finalement une efficacité pertinente pour un traitement précoce de la maladie d'Alzheimer? Qui vote pour 1, une baisse de 0,45 points sur une échelle de sévérité globale qui en compte 8? On a gagné quelques bras, il y en avait 5 au départ. 9 cas de progression vers un stade supérieur évité pour 100 patients traités. Rester plus autonome, comme se déplacer seul.
un fardeau de l'aidant perçu comme moins lourd. Et donc, les propositions à 4 peuvent-elles toutes être vraies? Voilà, là vous êtes plus cohérent avec vous-même, bravo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci Nicolas Villain pour cette présentation. Avez-vous des questions? Donc sur vraiment là, on est au cœur de l'actualité, sur ce qui vient de vous être présenté. Oui, je vois une question là-bas. Le micro arrive tout de suite. On vous écoute. Merci, bonjour. J'avais une question concernant le diagnostic. Je me demandais dans quel parcours les applications que vous avez présentées s'inscrivent aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment du dépistage pour aller ensuite en consultation mémoire ou est-ce que c'est à l'hôpital? Enfin, en gros, comment elles sont utilisées aujourd'hui pour les patients? Alors aujourd'hui, le premier interlocuteur, ça reste le médecin traitant. Donc ce n'est pas une approche de dépistage, c'est une approche diagnostique. C'est-à-dire qu'on va voir son médecin traitant avec une plainte. Donc on n'est pas, rien ne se passe et il nous dit, au fait, vous avez plus de 65 ans, faut peut-être qu'on fasse un dépistage d'Alzheimer. Non, pas du tout. On n'est pas dans cette approche-là. Donc on est vraiment dans le diagnostic. En théorie, en première ligne, le médecin traitant, si on en a encore. Et puis en deuxième ligne, ensuite les consultations mémoire avec 3 niveaux en France, proximité, territoire, centre mémoire, ressources, recherche, selon la localisation géographique et la complexité du cas. Donc on est vraiment sur une démarche de diagnostic, donc de gens qui ont déjà une plainte et potentiellement des symptômes révélateurs d'une maladie. Merci beaucoup. Alors une question là-bas, madame, on vous écoute. Oui, merci. Est-ce que vous pourriez nous parler du trontinemab? Oui, pardon, j'ai juste pas vu qui a posé la question. Là-bas. Ah, pardon, merci. Oui, je peux vous en parler. Alors lui, il est à un stade très différent de développement puisqu'il commence en ce moment la phase 3. Phase 3 qui va durer, c'est 24 mois de traitement pour les patients. On commence l'inclusion, une inclusion qui devrait durer probablement 1 an et demi. Peut-être moins, peut-être 6 mois si ça recrute fort. Donc, ça veut dire qu'on est sur une étude dont on n'aura pas les résultats avant 3 ans. Et après, une fois les résultats connus, s'ils sont positifs, on reprend cette démarche auprès des régulateurs que a commencé le donanemab, le lecanemab, et qui prend aussi du temps. Donc, on est sur une échelle temporelle à peu près de 4 à 5 ans maximum. Merci. Une autre question? Oui, il y en a 2 de ce côté-là. Madame. Oui, moi je voudrais savoir concernant le traitement, les 2 médicaments dont vous avez parlé, quels sont les pays qui l'ont mis sur place? Est-ce que la France aussi cherche à faire des recherches, trouver ses propres médicaments concernant le traitement? Alors non, la réponse est non. C'est-à-dire que c'est même très clairement non, puisque ces traitements donc sont développés par des firmes pharmaceutiques. Le lecanemab c'est Eisai, le donanemab c'est Lilly, le trontinemab c'est Roche. Il n'y a pas d'équivalent français en développement à l'heure actuelle. Par français, il y a à peu près que Sanofi qui aurait les épaules pour développer un tel traitement, et donc ils en ont pas. Donc il n'y a pas spécialement de recherche. Et le fait, en plus de ne pas chercher à développer de traitements alternatifs, veut pas dire qu'il n'y a pas de la recherche académique française active sur ces voies-là. Mais là, on est sur des éléments qui sont très très en amont dans la recherche, avant même les premiers essais chez l'homme. Là, on est tout à la fin des phases 3 de l'homme. Donc en disant non, en plus, la Haute Autorité de Santé a empêché un accès qui pourrait être extrêmement régulé et contrôlé, dans lequel on pourrait acquérir des données de vie réelle, des données de vie réelle en termes de sécurité, des données de vie réelle d'un point de vue médico-économique, c'est-à-dire vraiment mesurer dans le système de soins français ce que ça coûte et éventuellement ce que ça fait économiser. Donc en fait, la réponse est assez sèche, mais elle est non. Merci, oui. Vous semblez, il y avait beaucoup d'espoir sur les marqueurs sanguins. Or, vous semblez relativiser la difficulté des faibles densités à poser un diagnostic sûr à partir du marqueur. C'est ce que vous avez exposé. Donc là, est-ce que c'est une approche simplement et on passe à côté de beaucoup d'un diagnostic si on se résume au marqueur, ou est-ce que il faut aller plus loin que dans le classique que l'on avait jusqu'à présent?
Excellente question, merci. J'ai pas eu le temps de bien développer cela. Il y a effectivement plusieurs choses. Le biomarqueur sanguin marche et marche très bien. Pour autant, comme je vous l'ai illustré, il marchera malheureusement jamais tout à fait aussi bien que le PET scanner, notamment. La ponction lombaire, ça commence à être presque pareil. Donc, on est sur un marqueur qui est performant, qui est suffisamment performant pour être utilisé dans le soin, mais qui est pas non plus parfait. Et c'est sur ce pas non plus parfait que j'ai voulu insister, parce que pas non plus parfait, ça devient un problème quand c'est fait n'importe comment. Quand c'est fait n'importe comment, ça veut dire ça peut être fait, par exemple, chez le médecin traitant, sans diagnostic clinique, objectivation des troubles de mémoire, etc. Où vous allez vous retrouver avec un test positif. Et vous dire, oula, allez voir le neurologue parce que là, vous avez un test d'Alzheimer positif. Et ça, c'est n'importe quoi parce que quand vous êtes dans cette situation-là, vous maximisez le risque d'erreur diagnostique. Et donc, c'est dans cette situation-là que le biomarqueur sanguin un peu moins performant peut être justement particulièrement mis en défaut. C'est ce qu'on appelle les histoires de valeurs prédictives positives et négatives qui dépendent de la prévalence de la maladie. Et quand on phénotype pas assez bien les patients, quand on leur fait pas assez de tests, on pêche un peu au hasard et il y a beaucoup plus de risques d'avoir des faux positifs. Et c'est pour ça en fait que je voulais la prudence. Pour autant, si vous avez fait la bonne démarche diagnostique, comme d'habitude, il y a eu les tests de mémoire et vous êtes dans un centre où les gens savent interpréter les biomarqueurs, si vous avez les bons tests, les bons biomarqueurs, ça peut suffire, il n'y a plus besoin de faire de ponction lombaire. Comment sait-on Alors, attendez, monsieur. et diagnostiquer précoce? Alors, Pardon, excusez-moi, j'ai deux questions en même temps. on va prendre le complément de question au 3e rang, s'il vous plaît, et on vous redonne le micro tout de suite. Je crois l'avoir compris. Effectivement, donc il y a cette difficulté d'accéder aux tests de mémoire. Alors quand même, est recommandé aujourd'hui, y compris par le Collège national des généralistes enseignants, donc les médecins généralistes, de faire des tests de mémoire de débrouillage qui permettent quand même de se mettre sur la voie et notamment en cas de normalité, finalement de se dire je vais même pas faire ces biomarqueurs parce que c'est surtout quand les tests sont normaux qu'il faut pas les doser. Donc c'est une première étape et effectivement la deuxième étape c'est si c'est anormal, à ce moment-là, j'envoie en consultation mémoire. À ce moment-là, ça fait un premier filtre, vous voyez. C'est pas parfait, mais ça permet d'avancer et comme ça que les biomarqueurs soient faits aux patients, a priori, les plus à même d'en bénéficier. Merci, pardon. Allez-y, monsieur. Comment différencie-t-on les diagnostics précoces de la maladie d'Alzheimer d'autres non précoces? Vous voulez dire d'autres maladies ou les stades de la maladie? D'autres stades non précoces. Puisque vous avez dit le traitement est efficace sur les malades diagnostiqués précoces. Alors c'est sur essentiellement le degré d'autonomie. Qui par convention, hein, c'est comme tout en médecine, vous avez une convention, c'est pas parfait. Là a été décidé de le faire par convention. Donc vous avez des troubles cognitifs légers où il n'y a pas du tout de perte d'autonomie. Légère, ça veut dire dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, donc pas les fonctions basiques, pas l'habillage, mais gérer les impôts, gérer un téléphone. Donc c'est du léger. Après modéré, c'est quand on commence à avoir effectivement une atteinte des fonctions dites basiques de la vie quotidienne, donc c'est-à-dire des fonctions élémentaires, mais que le patient reste encore avec un degré d'autonomie partiel sur ces fonctions-là et sévère quand ce degré est sérieusement impacté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, même deux. Oui, par rapport à ce que vous avez expliqué, j'ai eu l'occasion, moi, de me pencher sur les recommandations de la HAS qui datent de 2011. Et je vois que ce que vous expliquez, si j'ai bien compris, il y a plus d'étapes que ce qu'il y a dans ces recommandations-là. Et je voulais savoir, pourquoi jusqu'à présent, depuis 2011, ces recommandations-là n'ont pas changé? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Et que justement, dans les hôpitaux ou au niveau des médecins traitants, ce que vous faites là n'est pas répandu dans toute la France. C'est une question complexe parce que
Alors en effet, les recommandations diagnostiques de la HAS datent de 2011. Pour autant, il y a eu des révisions entre-temps qui n'ont pas impliqué la HAS. Il y a eu notamment en 2018 une initiative du Collège national des généralistes enseignants et de la Fédération des centres mémoire qui a remis au goût du jour le parcours de soins, donc en incluant notamment les patients avec troubles cognitifs légers sans perte d'autonomie. Et la Fédération des centres mémoire cette année a aussi mis à jour ces recommandations. Donc ça a été fait, mais sans la Haute Autorité de Santé. C'est la différence. Le souci qui se pose, c'est que par exemple en établissement sanitaire, c'est les recommandations HAS qui priment. Quand vous avez la certification, c'est les recommandations HAS qui priment, ce qui est dommage. Vous avez raison. Voilà. Et comme vous le savez, vous avez raison. Mais ouais, comment malheureusement, la HAS a un certain scepticisme vis-à-vis de l'Alzheimer qui rend le dialogue aujourd'hui complexe, qui avait commencé avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et le professeur Saint-Jean en 2016-2018, qui continue encore aujourd'hui. Et je vais pas tout vous raconter, mais dialoguer avec la HAS, c'est compliqué. J'essaie de le faire désespérément depuis le mois de septembre. C'est une tour d'ivoire, la HAS. Elle est complètement imperméable. Donc c'est compliqué, en fait, même de leur dire, vous voyez, moi je suis... Alors certes, pour eux, je pense que je suis un méchant parce que, vous voyez, j'ai une liste de liens d'intérêt monstrueuse alors que je me fais pas un centime. Mais voilà, c'est quand même compliqué aujourd'hui de dialoguer avec la HAS malgré tous les efforts de communication qu'elle peut faire. Je vais pas non plus, vous pouvez lire, ça a été un peu douloureux pour eux, je suis désolé de l'évoquer, mais comment ont été traités les représentants de France Alzheimer devant la commission de transparence, c'était pas rempli de bienveillance vis-à-vis du lecanemab. C'est public, hein, les documents, donc vous pouvez les lire. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais les membres n'ont pas été très, très bienveillants à leur égard. Donc je pense que la Haute Autorité de Santé est très importante, elle est capitale, je ne veux pas cracher dessus, pour autant, elle n'est pas parfaite et c'est compliqué de mettre à jour des choses avec la HAS aujourd'hui. Merci, et merci pour avoir rappelé cet élément. Oui, on vous écoute, madame. Bonjour. Est-ce qu'on peut espérer une évolution de la HAS dans ce domaine? Et dans le cas contraire, quel est l'intérêt d'un diagnostic précoce s'il n'y a aucun traitement? C'est une excellente question. Alors la première, j'en ai aucune idée. Tout simplement parce que, comme je le disais, j'arrive pas à communiquer avec, donc j'ai pas spécialement je sais pas ce qui va se passer pour l'évaluation du donanemab qui aura lieu début mars. Notamment si on reste dans cette... Si la HAS ne change pas sa grille de lecture et convoque des experts qui sont toujours les mêmes, on va arriver aux mêmes conclusions parce que les résultats sont à peu près équivalents. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire. La deuxième, en revanche, c'est celle du diagnostic précoce. Alors, c'est une question qu'on se pose et qui est extrêmement complexe, qu'on se pose depuis maintenant 25 ans, qu'on a les moyens de faire ce diagnostic précoce, et finalement s'oppose. C'est une vraie question éthique. Et effectivement, la réponse, c'est celle du diagnostic au moment opportun. C'est une réponse un peu de Normand que je vous fais, que je suis, mais c'est la réponse. C'est-à-dire que avoir une réponse à quelque chose que l'on ressent comme un déclin qui est révélateur d'une maladie, même à un stade précoce, c'est pas forcément mauvais. Vous avez le droit d'avoir accès à une diagnostic, à une réponse, même s'il n'y a pas de traitement. Il y a plein de maladies qu'on ne sait pas soigner aujourd'hui, pour lesquelles on va quand même les diagnostiquer. Donc on n'a pas le droit d'opposer cela, surtout quand on a les connaissances médicales pour le faire. Pour autant, est-ce qu'il faut le recommander pour tous? Pas nécessairement. C'est l'idée du moment opportun. Donc s'il y a une demande de la part et du patient et ou de son entourage, ça peut être légitime d'accéder à cette réponse. En plus, au-delà de l'aspect éthique, sur le plan médical, si vous voulez savoir tôt, c'est aussi anticiper. C'est anticiper d'un point de vue personnel, c'est aussi anticiper sur le plan médical, c'est-à-dire éviter des situations qui vont être critiques. Par exemple, même au stade précoce, si vous êtes hospitalisé, vous êtes plus à risque de confusion. Si le médecin anesthésiste qui doit vous opérer, il le sait, il va peut-être aussi choisir un protocole d'anesthésie un petit peu plus léger ou différent, ou faire attention par rapport à ça. On va aussi faire plus attention aux psychotropes, antidépresseurs ou je ne sais quoi qui seraient devenus nécessaires. Donc, il y a tout un
un champ d'ajustement médicamenteux indirect qui peuvent être aussi possibles. Et évidemment, enfin, l'accompagnement non médicamenteux qui peut être aussi mis en place précocement et qui peut aussi en soi ralentir les symptômes. Donc, oui, le diagnostic précoce peut être positif, même en l'absence de traitement étiologique. Merci. La dernière question, Président. Moi, c'est plus une question sous forme de clin d'œil. Je suis rentré chez France Alzheimer en 2005 et juste un peu avant, je venais de subir une ponction lombaire pour une maladie neurodégénérative. Je vous rassure, c'était pas Alzheimer. Elle a été ratée et j'ai vécu ça d'une façon traumatique. En 2015, je me suis étonné qu'à chaque fois qu'il y avait un truc sur la recherche, j'ai dit mais on parle encore de ponction lombaire. Et aujourd'hui, on est en 2025 et vous nous parlez toujours de ponction lombaire. Et les progrès de la technologie, alors on en est où? Ça, c'est la première remarque. La deuxième, s'il vous plaît, mais je pense qu'on est nombreux dans la salle, vous avez prononcé un mot qui nous hérisse le poil, là. Il s'agit du professeur Saint-Jean. D'accord? S'il vous plaît, ne le prononcez pas parce que ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Je partage la même chose sur le professeur Saint-Jean. Pour autant, moi, je suis tenu à la confraternalité par mon métier. Donc, deuxième point, oui, alors la ponction lombaire, alors excellente question. C'est pour ça d'ailleurs que les biomarqueurs sanguins arrivent enfin à maturité avec une performance diagnostique qui va nous permettre d'y échapper. Pour autant, le geste en lui-même, alors on a amélioré les aiguilles, on a amélioré un peu l'anesthésie. Maintenant, on va de plus en plus au méopa, au protoxyde d'azote pour une anesthésie temporaire. Donc, on met en place tout un protocole de soins qui en théorie effectivement permet d'atténuer, mais de fait si on peut l'éviter c'est encore mieux et j'en suis bien d'accord avec vous, mais l'indication quand elle est posée médicalement, malheureusement il y a tout un certain nombre de maladies, je pense notamment des maladies plus rares comme les encéphalites. Si vous faites pas de ponction lombaire, vous accéderez jamais au diagnostic et là il y a un vrai enjeu thérapeutique très vite de mettre un traitement immunosuppresseur ou pas. Donc il y a des situations médicales qui malheureusement parfois l'exigent. Merci beaucoup, Dr Nicolas Villain. On vous applaudit. Merci infiniment.